En Amérique, il y a un animal présent en très grand nombre. Ils se reproduisent rapidement et se répandent dans différentes parties du pays. Ils détruisent les champs, ravagent la terre et causent d'énormes dégâts chaque année. Mais il y a quelque chose de surprenant. On peut les manger et ils sont présents en très grande quantité. Dans un pays friand de bacon, côtelettes de porc et barbecue, ils devraient être une solution alimentaire. C'est comme une source gratuite et abondante. Mais malgré leur nombre, presque personne ne veut en manger. Peu de gens veulent sans consommer des cochons qui errent dans les forêts et les champs, non pas parce que c'est interdit ni parce que c'est difficile. Il y a une raison pour laquelle ils sont plus connus comme des nuisibles que comme un plat. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Ils se reproduisent plus vite que la plupart des espèces envahissantes en Amérique. C'est comme si la viande était gratuite et abondante. Pourtant, presque personne n'en veut. Pourquoi donc ? L'histoire a commencé dans les années 1930. Des sangliers sauvages venus de Russie ont été amenés en Amérique pour être élevés et consommés comme nourriture. Certains sont restés dans les fermes, mais beaucoup se sont échappés et se sont multipliés dans les forêts. Une fois libres, ils se sont rapidement adaptés. Ils sont résistants et intelligents. Ils peuvent survivre dans différents climats. Aujourd'hui, on trouve des cochons sauvages dans presque tous les États des États-Unis. Mais ils sont les plus nombreux au Texas. Avec leur grand nombre, c'est comme s'il y avait une réserve infinie de viande, mais on ne peut pas simplement les abattre et les vendre. D'abord, ils posent un gros problème pour l'environnement et l'agriculture. Ils aiment creuser la terre avec leurs groins en cherchant de la nourriture. En faisant cela, ils endommagent les cultures, les systèmes d'irrigation et même le sol lui-même. Parfois, ils mangent même de petits animaux. Peu à peu, l'équilibre de la nature est affecté. Il y a aussi un grand impact sur l'économie. On estime que les dégâts qu'ils causent aux États-Unis atteignent environ 2,5 milliards de dollars chaque année. Ils détruisent les cultures et les clôtures et les gens doivent encore dépenser pour les réparer. La situation s'aggrave encore à cause de leur rapidité à se reproduire. Une truie peut mettre bas 2 fois par an. À chaque portée, elle peut avoir de 4 à 12 porcelets. Cela signifie que même si beaucoup sont capturés ou tués, ils se multiplient rapidement à nouveau. Maintenant, s'ils sont si nombreux, pourquoi ne pas simplement en faire la principale source de viande ? Ce n'est pas aussi simple que ça. Premièrement, ils ne sont pas réglementés comme les porcs d'élevage. Ils peuvent être porteurs de maladies ou de parasites, et la qualité de leur viande n'est pas uniforme. Dans la filière viande, les normes de santé et de sécurité sont strictes. Intégrer les animaux sauvages dans ce système est difficile. Deuxièmement, il y a un problème d'image. Dans l'esprit de beaucoup, ce sont des nuisibles, pas de la nourriture. Ils sont plus connus pour détruire les champs que pour fournir de la viande. Au Texas, la situation ressemble à une guerre. On estime qu'il y a entre 2,6 et 3 millions de cochons sauvages rien que dans cet État. Presque chaque comté en possède. Ils occupent une grande partie des terres. À cause de cela, les agences d'État, les chercheurs, les agriculteurs et les propriétaires terriens travaillent ensemble pour contrôler la population. Mais ils sont difficiles à contrôler. Le climat est chaud, les terres sont vastes, il y a peu de prédateurs naturels. Donc, même s'il semble être de la viande gratuite, la quantité ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi que ce soit sûr, contrôlé et correctement transformé avant d'arriver sur la table des gens. Alors qu'ils continuent de se multiplier, une chose est claire. S'ils ne font pas partie de la solution, ils resteront un gros problème. Et avec la rapidité de leur multiplication, il semble que ce ne soit pas eux qui disparaîtront, mais plutôt la patience de ceux qui en subissent les conséquences au quotidien. La principale raison pour laquelle les cochons sauvages se sont tellement multipliés au Texas, c'est l'environnement même de l'État. L'hiver n'est pas si froid, la saison de croissance est longue, la nourriture abonde, ils sont très adaptables, intelligents, ils apprennent vite. Ils peuvent trouver de la nourriture et des abris n'importe où. Une truie peut mettre bas 2 fois par an. À chaque portée, il y a de 4 à 12 porcelets. S'il n'y a pas beaucoup de prédateurs naturels, ils peuvent rapidement se rétablir, même si beaucoup sont capturés ou tués. Cela a un grand impact sur l'économie et l'environnement. Rien qu'au Texas, on estime que l'agriculture perd environ 52 millions de dollars par an à cause d'eux. Cela inclut les cultures détruites, les pâturages piétinés, les clôtures endommagées et la nourriture du bétail contaminé. Dans l'ensemble des États-Unis, les dégâts et le contrôle dépassent 1,5 milliard de dollars chaque année. En creusant le sol, ils provoquent l'érosion des sols. Les cours d'eau sont endommagés,
l'habitat des plantes et des animaux indigènes disparaît. Ils mangent des oiseaux qui nichent au sol, de petits mammifères et des reptiles. L'écosystème change progressivement. En 2023, une étude a utilisé des drones pour surveiller les champs de maïs au Texas. Dans certaines fermes, jusqu'à 9,2% des cultures ont été détruites par les cochons sauvages. Cela équivaut à des milliers de kilos de récoltes perdues par hectare. Ils représentent une grande menace pour les moyens de subsistance. La chasse est autorisée toute l'année sur les terres privées, sans limite d'animaux capturés. On utilise des pièges, des collets et des chiens dressés, mais les sangliers sont intelligents. Lorsqu'ils sentent la pression de la chasse, ils deviennent plus méfiants. Parfois, ils deviennent nocturnes. Parfois, on évite déjà les pièges parce que les méthodes traditionnelles utilisées au Texas ne suffisent tant plus. L'une de ces méthodes est le tir aérien. À l'aide d'un hélicoptère ou d'un avion, on poursuit et on tire sur les sangliers dans de vastes zones. Ceci est évité comme double-aid. En y réfléchissant, c'est juste la dernière histoire de Langongru, Fermina Tamoulade. Il ne reste plus qu'à surveiller la situation. Par exemple, il existe un système de signalement où les propriétaires terriens peuvent fournir des informations sur les observations et les dégâts. Ils continuent de détruire les cultures. Ils continuent de dégrader la terre et l'eau. Ils continuent de rivaliser pour la nourriture avec la faune locale. Et le problème ne concerne pas seulement la terre. Ils apportent aussi des maladies qui peuvent contaminer le bétail. Dans certains cas, cela peut également représenter un danger pour la santé humaine. Donc, même si au début leur viande est gratuite, en réalité les coûts et les risques sont bien plus importants que les bénéfices. Ils apportent une menace plus silencieuse et plus sérieuse, et c'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens ne les mangent pas, même s'ils sont très nombreux. Les cochons sauvages ou sangliers sont des omnivores opportunistes. Cela signifie qu'ils mangent presque tout. Des cultures, des petits animaux, des animaux morts, parfois même des ordures. À cause de ce régime, il est plus probable qu'ils portent des maladies et des parasites. Contrairement aux porcs d'élevage qui grandissent dans un environnement contrôlé et surveillé, les sangliers n'ont aucune régulation ni système d'inspection avant que leur viande ne soit consommée. L'une des plus grandes préoccupations concerne ce qu'on appelle les zoonoses, des maladies qui peuvent être transmises des animaux aux humains. Selon des études, les cochons sauvages peuvent porter plus de 20 types de maladies qui peuvent affecter l'homme. Cela inclut la brucellose, qui provoque de la fièvre et des douleurs articulaires. La trichinellose peut provoquer de fortes douleurs musculaires, ainsi que certains types de grippe porcine. Le danger ne vient pas seulement de la nourriture. Même le fait de manipuler la carcasse pendant la chasse ou la transformation de la viande peut entraîner une infection sans protection adéquate. Il existe également des bactéries qui peuvent être présentes dans la viande, comme la salmonelle, E. coli et la listeria, qui peuvent toutes provoquer de graves intoxications alimentaires. Le porc d'élevage subit une inspection rigoureuse de la viande. Pour les cochons sauvages, ce n'est pas le cas, mais cela n'élimine pas le danger lors de la manipulation et du traitement de la viande crue. Il y a aussi des parasites comme les ténias et les ascaris. Si la cuisson est insuffisante ou si la manipulation est incorrecte, cela peut causer des problèmes d'estomac, des inflammations musculaires et d'autres complications. Dans d'autres pays, des études ont trouvé de nombreux types de parasites dans la population de sangliers sauvages. Donc, même s'il semble être de la viande gratuite à première vue, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, on peut les manger si le traitement et la cuisson sont corrects. Mais pour la plupart des gens qui n'ont pas de formation pour manipuler du gibier sauvage, il y a un vrai danger. Et pour beaucoup, ça ne vaut pas la peine de risquer sa santé juste pour de la viande bon marché. Les experts rappellent fermement que si l'on mange du sanglier sauvage, il faut le manipuler correctement et bien le cuire. Selon le docteur Susan Schreiner, de l'université Texas A&M, on ne peut pas deviner quelle maladie un sanglier peut porter. Même en bonne santé, l'animal peut porter des parasites ou bactéries dangereux pour l'homme. Le risque ne vient pas que de la consommation. Tu peux être contaminé en découpant la carcasse sans gants. Tu peux aussi inhaler des particules internes de l'animal ou consommer de la viande mal cuite. Une petite erreur lors du traitement peut déjà provoquer une infection. Maintenant que nous savons cela, pourquoi ne pas simplement rendre la vente de viande de sanglier plus sûre et réglementée ? C'est là que la loi entre en jeu. Aux États-Unis, la vente de viande est strictement réglementée. Dans de nombreux États, les cochons sauvages ne sont pas considérés comme du bétail ordinaire.
Ils sont plus souvent classés comme espèces envahissantes ou nuisibles. L'un des plus grands obstacles est l'exigence d'inspection ante mortem. Cela signifie que l'animal doit être inspecté avant d'être abattu s'il doit être vendu sur le marché commercial. Mais les cochons sauvages ne le sont pas. Ils ne sont pas examinés avant d'être abattus. À cause de cela, la plupart d'entre eux ne peuvent pas être vendus légalement sur le marché. Il y a aussi un problème de manque d'abattoirs certifiés. Pendant plusieurs années, il n'y avait que peu d'installations certifiées pour traiter les cochons sauvages dans tout le pays. Même si des centaines de milliers ont été traités, c'est très peu comparé aux millions qui errent dans la nature. Presque tout le traitement légal est concentré dans quelques installations seulement, surtout au Texas. Cela signifie que même s'il existe une méthode légale, la capacité est insuffisante. Ainsi, un chasseur ne peut pas juste vendre la viande, rendant difficile pour un restaurant de servir du sanglier sauvage. L'offre est limitée même dans les endroits où il y a beaucoup de cochons sauvages. Ce n'est pas comme le bœuf ou le poulet qui passent par l'inspection de l'USDA et peuvent être distribués à l'échelle nationale. Les cochons sauvages ne peuvent pas être intégrés de la même manière au système de production de masse. Donc même s'il y a des millions de livres de viande potentiels là-bas, elle n'est pas facilement utilisable. Et ce ne sont pas seulement les lois qui posent problème. Il y a un autre facteur, la perception. Pour beaucoup de gens, le cochon sauvage n'est pas seulement dangereux. Dans leur esprit, il est sale, nuisible, ce n'est pas de la nourriture. Et parfois, la perception est plus difficile à changer que la loi. Dans de nombreuses régions des États-Unis, les gens ont une opinion bien arrêtée sur les cochons sauvages. Pour la plupart, ce sont des animaux sauvages et sales, et des nuisibles destructeurs. Et cette image est un obstacle majeur qui empêche le public de penser qu'il pourrait être consommé. Même s'il est vrai que la viande de sanglier peut être plus savoureuse et parfois de meilleure qualité que le porc ordinaire, la stigmatisation persiste. Dans d'autres pays, des études montrent que lors de tests sensoriels sur le goût, la tendreté et la saveur globale, certaines personnes préfèrent même le sanglier au porc d'élevage. Mais aux États-Unis, ils ont une image mentale différente à ce sujet. Il existe une vaste revue de la littérature qui s'est penchée sur les attitudes des consommateurs concernant la viande de gibier chassé, y compris les sangliers. L'un des principaux obstacles concerne les inquiétudes sur la sécurité alimentaire. Même si certaines personnes sont intéressées à essayer un nouveau type de viande, elles finissent donc par renoncer par crainte des risques pour la santé. Un autre problème est chez le manque de connaissances. Beaucoup de gens ne savent pas comment manipuler et consommer ce produit correctement et en toute sécurité. C'est pourquoi ils préfèrent simplement l'éviter. Lorsqu'on n'est pas sûr que la nourriture soit sûre, il est plus facile de ne pas en manger du tout. Ce genre d'association apparaît souvent. Quand c'est sauvage, on pense tout de suite que c'est sale et dangereux. Même les amateurs de cuisine aventureuse hésitent encore lorsqu'il s'agit de sangliers sauvages. Cela montre qu'avec une bonne préparation, cela peut devenir acceptable et délicieux pour beaucoup de gens. Mais même avec ces données, cela ne change toujours pas la perception générale du public. Un sondage réalisé en 2024 en Alabama a montré que la majorité des personnes interrogées considèrent les cochons sauvages comme dangereux et nuisibles, et non comme une source potentielle de nourriture. Ils pensent davantage aux dégâts matériels, aux dommages environnementaux et aux maladies qu'à la possibilité d'en faire de la nourriture. En d'autres termes, la stigmatisation culturelle, le manque de familiarité et la peur des maladies rendent difficile pour les Américains d'accepter la viande de sanglier, même si elle est disponible et peut être sûre si elle est correctement traitée. Dans certains pays, le sanglier est un mets de choix prisé dans les restaurants. Mais aux États-Unis, l'image dominante est celle d'un animal qui détruit les champs et apporte des maladies. Même certains chasseurs qui tuent des cochons sauvages le font pour contrôler la population, pas pour manger la viande. Ironiquement, certaines études affirment que la viande de sanglier est plus maigre et contient des protéines plus acceptables que le porc. Elle contient moins de graisse et est même plus nutritive à certains égards, mais ces faits ne suffisent pas à vaincre le profond biais culturel. Lorsqu'un animal est gravé dans l'esprit du public comme un nuisible destructeur et porteur de maladies, il est difficile de changer cette perception. La combinaison de la peur des maladies, du manque d'exposition à du gibier sauvage bien préparé et d'une image négative de longue date crée un mur qui ne peut pas être brisé simplement par la disponibilité ou la réglementation. C'est pourquoi, même dans les États où les cochons sauvages sont en surabondance, ils sont davantage perçus comme une menace pour la terre, le bétail et la communauté, et non comme un plat sur la table. Si on y pense, manger est quelque chose de simple. On mange quand c'est bon.
C'est pourquoi une autre grande raison pour laquelle la viande de sanglier n'est pas devenue courante en Amérique, c'est justement à cause de son goût et de sa qualité. La viande de sanglier n'est pas uniforme. Comme il mange des choses différentes, l'odeur, la texture et le goût de la viande varient aussi. Ce n'est pas comme le porc domestique dont l'alimentation et l'élevage sont contrôlés, donc la qualité est presque toujours la même. Dans les fermes, on évite vraiment les vieux cochons mâles parce qu'ils peuvent avoir ce qu'on appelle l'odeur de Véra. L'odeur de Véra est une odeur et un goût désagréable causés par les hormones et l'alimentation. On la décrit souvent comme une odeur de sueur. Pour beaucoup de consommateurs, cela suffit pour qu'ils ne veuillent plus goûter la viande. Des études montrent que les sangliers ont généralement un poids de carcasse plus faible et un pH final plus élevé que les porcs domestiques. La couleur de leur viande est également différente. Ces différences affectent non seulement l'apparence, mais aussi la tendreté et la façon de cuisiner. Sur le plan nutritionnel, la viande de sanglier présente certains avantages. Elle est plus maigre dans de nombreux cas et peut contenir plus d'acides gras oméga 3 que le porc ordinaire. Dans certaines études sensorielles, la viande de la laie a même obtenu un meilleur score en goût et en tendreté que le porc domestique. Ça semble prometteur, mais le problème c'est la régularité. Tous les sangliers ne sont pas pareils. Leur alimentation varie, donc leur teneur en graisse et en viande aussi. À cause de cela, le goût de la viande n'est pas uniforme. C'est l'un des aspects les plus difficiles à contrôler. Cela est dû à des composés naturels comme l'androsténone et le scatolène produites par le corps des mâles non castrés. Son goût et son odeur peuvent être décrits comme rappelant la sueur, l'urine ou parfois même des matières fécales. Comme cela se forme naturellement et varie selon l'âge et les hormones, il est difficile de l'éliminer sans un procédé spécial. Il existe également des facteurs environnementaux qui contribuent à la réticence du public. Même si ce genre d'incident est limité à une zone particulière, cela renforce l'idée que la viande de sanglier est imprévisible. Cela a suscité des inquiétudes concernant une possible contamination par des produits chimiques industriels ou des colorants. Aucune explication claire n'a été donnée, mais ce genre de nouvelles suffit à rendre le public encore plus prudent. Même pour les mangeurs ou chasseurs aventureux, il y a toujours un risque de goûter une saveur désagréable ou de s'inquiéter des contaminants potentiels. Tant qu'il n'existe pas de méthode fiable pour rendre la qualité de la viande de sanglier constante, que ce soit au niveau du goût ou de la texture, cela restera une viande incertaine. Et dans le monde de l'alimentation, quand le goût n'est pas certain, la plupart des gens ne prennent pas de risques. Tant qu'il n'y aura pas de moyen de rendre le goût, la tendreté et la sécurité de la viande de sanglier constants, il est probable qu'elle restera connue comme un nuisible plutôt que de devenir un aliment régulier en Amérique. Et même si quelques cochons entrent dans le système de transformation légale, le problème ne s'arrête pas là. Contrairement aux cochons domestiqués élevés dans un environnement contrôlé, les sangliers proviennent de conditions incertaines. Ils mangent des choses différentes, leur santé varie, et ils subissent aussi différents niveaux de stress avant d'être amenés à l'abattoir. Toutes ces incertitudes se retrouvent jusqu'à la table d'inspection. L'un des plus grands problèmes est le taux élevé de condamnation. Cela signifie que de nombreuses carcasses ne passent pas l'inspection fédérale. Entre 2017 et 2019, 242 198 porcs sauvages ont été traités dans des établissements inspectés. Mais une grande partie de ceux-ci ont été rejetés. Les raisons courantes du rejet sont la pneumonie, les abcès ou la pyémie, les blessures et les traumatismes. Contamination, péritonite, infection parasitaire, septicémie, état de maigreur extrême et mauvaise santé générale. Cela montre un schéma clair. Le profil de santé des sangliers n'est pas le même. Beaucoup d'entre eux ne sont pas adaptés à la consommation humaine. Et même ceux qui passent l'inspection, il y a un autre problème, ils ne sont pas uniformes. Rien qu'à la couleur de la viande, on peut déjà voir la différence. Certaines sont trop foncées, d'autres trop maigres et souvent elles sont plus dures que tendres et grasses. Dans la transformation commerciale, la prévisibilité est essentielle. L'approvisionnement, le goût, la texture et la qualité doivent être uniformes. Mais pour les sangliers, chaque animal vient d'un environnement différent et a sa propre condition. À cause de cela, il est difficile de prévoir quel sera le produit final. Les grands transformateurs et distributeurs évitent les produits ayant un taux de rejet élevé et une qualité instable.
Ils ne peuvent pas prévoir correctement combien ils pourront vendre, si le goût sera accepté par les consommateurs ou si les clients reviendront. De plus, le profil de la viande est également différent de celui du porc domestique. La viande de sanglier est plus foncée, plus maigre et plus dure. Pour ceux qui sont habitués à la viande de gibier, c'est acceptable. Mais pour le consommateur américain moyen qui préfère un porc doux et juteux, ce n'est pas tout de suite attrayant. Même si c'est sûr et que le profil nutritionnel est bon, si cela ne correspond pas aux attentes du marché, il est difficile de le vendre à grande échelle. Dans de nombreuses régions d'Europe, d'Asie et d'Océanie, le sanglier n'est pas seulement un nuisible. Il fait partie de la culture et de la cuisine. En Italie, surtout en Toscane et en Ombrie, le sanglier appelé cinghiale est un ingrédient important dans la cuisine locale. Il est utilisé dans des sauces à la viande mijotée, pour les pâtes, des ragoûts au vin rouge, des rôtis rustiques et même dans des viandes séchées comme le salami. Une tradition de chasse séculaire est profondément ancrée dans leur culture. Cet animal n'est pas vu comme impur, mais comme un élément du patrimoine culinaire. Aux États-Unis, le sanglier sauvage est un problème qu'il faut contrôler. Dans d'autres pays, c'est un aliment dont on est fier. Au final, ce n'est pas seulement une question de quantité ou de nutrition. C'est aussi une question de culture et de perception. Comment une société perçoit-elle un animal ? Est-ce un nuisible ou un plat avec une histoire ? Ce n'est pas considéré comme un nuisible, mais comme un gibier noble. Les familles transmettent même les recettes de génération en génération. En automne, la saison de chasse ressemble à une fête locale et fait partie de la culture, pas seulement de la nourriture. Le sanglier est souvent servi dans les restaurants haut de gamme, surtout pendant la saison de chasse. Les plats traditionnels comme le ragoût de sanglier à la mode chasseur sont toujours populaires à la campagne. Dans la cuisine française moderne, le sanglier a du prestige. Ce n'est pas une viande ordinaire. Dans de nombreuses régions rurales, on retrouve le sanglier dans les rôtis, les saucisses et les plats copieux d'hiver. Comme leur système de chasse est très réglementé et respecté, les consommateurs ont une grande confiance dans la qualité du gibier sauvage. Cette confiance et les traditions culinaires expliquent la présence courante du sanglier dans la cuisine allemande. En Pologne, en Hongrie, en Slovaquie et en République tchèque, il est souvent au centre de la cuisine des fêtes. Le sanglier est au cœur des célébrations régionales. Il est généralement fumé, mijoté ou transformé en saucisse. Pour certaines familles rurales, c'est l'une des principales sources de viande rouge. Cette tradition a commencé à l'époque où la chasse était essentielle à la survie, et ce lien culturel demeure encore aujourd'hui. Au Japon, surtout dans les régions montagneuses, c'est un aliment populaire en hiver. Il existe un plat appelé botan nab, une fondue de sanglier sauvage réputée pour sa saveur riche et ses bienfaits pour la santé. La viande est même comparée aux fleurs de pivoine, ce qui montre à quel point elle est profondément ancrée dans l'identité régionale. En Corée du Sud, le sanglier est aussi prisé, notamment dans les plats de barbecue des restaurants de campagne. Pour de nombreuses communautés rurales, cela fait naturellement partie de leur environnement et de leur cuisine. En Chine, le sanglier est consommé dans certaines régions boisées, souvent dans des soupes, des ragoûts et des plats rôtis. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est parfois associé à la vitalité et à la force. Donc ce n'est pas seulement une question de goût, il a aussi une valeur culturelle et symbolique. Dans la région méditerranéenne, les points de vue varient, selon la religion et la tradition. En Espagne et au Portugal, le sanglier est régulièrement consommé, surtout dans des plats rustiques de style chasseur. Mais dans de nombreux pays du Moyen-Orient, on l'évite car le porc est interdit par la religion. Cependant, dans les communautés chrétiennes du Liban ou d'Arménie, il y a des exceptions. En Australie, les cochons sauvages sont aussi envahissants qu'aux États-Unis, mais certains chasseurs mangent leur viande, et la viande de sanglier inspectée est parfois même exportée. En Nouvelle-Zélande, la chasse aux cochons sauvages est un passe-temps national bien connu, et souvent le sanglier sauvage est fumé, grillé ou transformé en saucisse pour être partagé dans la communauté. Dans certaines régions d'Afrique, on mange aussi du gibier sauvage comme le phacochère et le sanglier, surtout dans les endroits où la tradition de la chasse est encore vivante. En Amérique du Sud, il existe de petites communautés en Argentine et au Chili qui consomment du sanglier sauvage, principalement parmi les familles rurales d'origine européenne. Dans de nombreux pays, le sanglier sauvage est consommé avec confiance et fierté. Cela fait partie de la culture, de la tradition et de l'identité. Alors qu'en Amérique, la peur mentale est granique, à la peur des maladies, la perception négative et le manque de familiarité prédominent. Dans d'autres parties du monde, le sanglier sauvage n'est pas un nuisible. C'est un aliment savoureux, nutritif et important qui a une longue histoire culinaire.
Est-il possible qu'un jour les Américains acceptent le sanglier sauvage comme un aliment normal ? Oui, c'est possible. Mais beaucoup de choses doivent changer. D'abord, la perception. Pour l'instant, l'image du sanglier sauvage en Amérique est celle d'un animal qui détruit les champs et apporte des maladies. Pour que la situation change, il faut qu'il soit perçu comme une source de protéines durables, élevé en plein air et nourri naturellement. Pas comme un monstre des fermes, mais comme une source potentielle de nourriture qui peut même aider l'environnement grâce au contrôle de la population. Il y a quelques petites entreprises et des restaurants haut de gamme qui commencent à promouvoir le sanglier comme une alternative écologique au porc industriel. Si ce message se répand davantage, il est possible qu'il change progressivement la perception du public. Deuxièmement, il faut un système plus efficace. Actuellement, le manque de cohérence du goût, de la sécurité et de la qualité de la viande de sanglier est l'un des plus grands obstacles. S'il n'y a pas d'approvisionnement stable et de système de transformation fiable, il sera difficile d'en faire un produit quotidien dans les supermarchés. Il faut une réglementation plus claire, davantage d'installations inspectées et un meilleur contrôle de la qualité avant que cela ne devienne viable sur un grand marché. Troisièmement, les pressions environnementales et économiques pourraient être le moteur du changement. Alors que le nombre de cochons sauvages continue d'augmenter et cause des milliards de dollars de dégâts chaque année, il se peut qu'un jour les décideurs politiques et les consommateurs voient davantage l'intérêt de transformer ce problème en ressource. Si cela se présente comme une alternative durable, éthique et savoureuse, il est possible que cela s'intègre progressivement dans l'alimentation courante. Comme pour les sushis, le poulpe ou la viande de chèvre, autrefois rares dans la culture alimentaire américaine, mais aujourd'hui mieux acceptée. Au final, l'acceptation n'est pas impossible. À mesure que les goûts des gens évoluent, que l'intérêt pour les aliments sauvages et biologiques augmente et que le public devient plus conscient de la gestion des espèces envahissantes, il y a une chance qu'un jour, le sanglier sauvage passe du statut de nuisible à celui de mets. Mais pour l'instant, cela reste un choix de niche dans un pays qui n'est pas encore prêt à l'adopter, comme le font beaucoup dans d'autres parties du monde. Si c'est sans danger, bien préparé et délicieux, essaierais-tu le sanglier sauvage ou resterais-tu fidèle à tes habitudes ? Parfois, ce n'est pas le goût qui nous retient, mais l'histoire et l'image associées à la nourriture.